Déjà, première chose, s'acheter du matériel, c'est facile. Il suffit d'aller sur internet, je clique, je prends ma carte bleue, bim bam. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut savoir s'en servir. C'est comme si je te donne une Porsche, t'as pas le permis, ça ne te sert à rien. La Porsche, elle reste soit dans le garage, soit elle va éclater dans le mur. Pour le médic, c'est la même chose. Donc, première chose, s'équiper, c'est bien, se former, c'est mieux. Ça doit être clair. Deuxième chose, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Je le répète assez souvent dans le cours, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, dans mes formations secouristes en milieu hostile, notamment pour les ambassades, je leur dis, vous êtes tous dotés de garrots, tous les premiers lundis de chaque mois, vous sortez les garrots, clac clac, vous le mettez. Drill. Parce que c'est pas le jour où j'ai pris une balle, où je me suis pris un IED, le véhicule est sur le toit, qu'il faut se dire, oh merde, comment ça, où est mon garrot, comment ça marche, trop tard. Bienvenue dans Défense Zone, le podcast qui traite des questions de défense et de sécurité à travers des entretiens avec des militaires, des membres des forces de l'ordre, des personnalités politiques ou encore des entrepreneurs. L'objectif de cette émission audio disponible sur toutes les plateformes en ligne de podcast est d'ouvrir au plus grand nombre les portes d'un univers d'ordinaire plutôt secret, dans le but de donner à réfléchir à des questions qui nous concernent tous, qu'elles soient politiques, géopolitiques, économiques ou plus largement sociétales. Dans ce nouvel épisode, nous partons à la rencontre de Claude Brunet, cet ancien infirmier-major de la Légion étrangère et formateur en secourisme en milieu hostile. Dans ce passionnant entretien, cet ancien combattant médic nous parle de son expérience en opération extérieure et partage des conseils très utiles concernant le secourisme au combat. A noter que Claude propose une formation en ligne très complète et très utile, 100% en ligne donc, que vous pouvez retrouver sur le site internet défense-zone.com dans l'onglet formation, ainsi que dans la description de cet épisode. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Donc nous sommes à Haute-Rive, à côté de Toulouse, avec Claude, qui est secouriste, qui est formateur en secourisme. Est-ce que tu peux te présenter ? Donc, je suis un ancien infirmier-major à la Légion étrangère. J'ai servi sous les drapeaux pendant presque 21 ans. L'avantage d'avoir été à la Légion étrangère, c'est d'avoir reçu une formation médique de très bonne qualité. Moi, par exemple, quand je me suis engagé, je rêvais d'être sniper, choses comme ça. Mais à la Légion, en fait, on fait des tests psychotechniques poussés. Et en fait, ils ont repéré chez moi une capacité à devenir infirmier. Je répondais en fait aux critères psychologiques, on va dire, pour faire ce genre de métier. Donc c'est vrai que quand j'ai quitté Castelnaudary pour être affecté au 2e régiment étranger de parachutistes, moi je rêvais de Castagne et tout ça. Ils m'ont dit tu pars faire le stage brancardier secouriste. J'étais super déçu parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Par contre, ils me connaissaient mieux que moi-même parce que en fait, lors de cette formation, je me suis découvert une vocation en fait. Quand je disais qu'on a reçu une formation de qualité, par rapport à mes petits camarades qui étaient formés dans l'armée française, moi j'avais la chance d'avoir des Sud-Africains qui avaient une certaine expérience de la guerre dans le bush, en milieu isolé, et j'ai aussi un instructeur qui avait fait la guerre des Malouines. Donc tout ce qui était prise en charge d'afflux massifs de blessés, notamment après que le Sheffield ait été détruit par l'aviation argentine, donc lui il était dessus. Donc on avait une petite philosophie, un petit côté international par rapport à l'armée française qui était formée par le service de santé, et toutes leurs anecdotes et toute leur expérience qui m'a été donnée m'a permis d'être quand même opérationnel rapidement et pouvoir faire face à pas mal de situations du mieux que j'ai pu faire. Je ne dis pas que c'était parfait, mais avec ce petit côté rétex qui était vachement intéressant, qui n'était pas forcément dans l'expérience des forces armées françaises. Ouais. Donc tu as été formé dans la Légion étrangère, tu es ensuite rentré, alors ton régiment c'était le 2e REP, 2e régiment étranger parachutiste à Calvi. Comme beaucoup de gens, j'ai l'impression chez Terang aussi. Ouais, c'est ça, c'est une petite mafia. À commencer par Jay Splitter, qu'on a reçu sur le podcast aussi. Voilà, qui était mon chef, j'ai fait le stage mortier avec lui. Alors, petite anecdote, j'ai plein de qualifs. Pourquoi ? Parce qu'en fait, comme j'étais infirmier, je faisais les stages comme soutien, mais j'ai toujours tractionné pour être stagiaire. Je disais au chef de stage, écoute, tu fais stage 1000 ans, au lieu de rester là, pourquoi pas profiter du truc ? Ça fait
un équipier Milan de plus. Donc en fait, j'ai qualif Milan, mortier, canon de vin, lance-flamme. J'ai fait plein de qualifs comme ça parce que j'étais là pour juste le soutien médic à la base. Et puis en fait, ça faisait un gars de plus sur ces formations. Et donc Jess me formait sur les mortiers, par exemple. Donc c'était marrant de se retrouver maintenant, plus de 20 ans après, chez Terang MPSEC. Excellent. Et on renvoie les auditeurs sur donc, cet épisode du podcast qui est le numéro 1 d'ailleurs. C'est le premier qu'on a tourné pour Défense Zone avec Jess et qui est passé dans le magazine DZ aussi. Du coup, donc infirmier dans la Légion étrangère, est-ce que je suppose que tu as eu l'occasion de partir sur pas mal de missions et missions intéressantes. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces missions, de ces OPEX que tu as fait ou... Oui, bon, en plus je suis passé lors d'une opération en Afghanistan, je suis passé à la télé dans Envoyé spécial, donc ça avait fait tout un... Parce qu'en fait c'était un peu la première fois qu'on voyait vraiment les soldats au combat. Donc c'était le titre Une guerre au nom de la paix, voilà, Envoyé spécial, donc c'était pas mal. Ça m'a permis d'être un peu connu dans le milieu, hein, faut pas se leurrer, dans le milieu médical, quoi. Ça m'a ouvert quelques portes. Et donc ça m'a permis, cette chose-là, d'être convoqué au CFT de Lille et d'exposer en fait directement au général Le Serre, qui est un ancien légionnaire aussi, qui est décédé depuis, hélas, la problématique en direct live, quoi. Et notamment, on a fait le changement de garrot, on a expliqué. C'est de là en fait qu'est sorti le sauvetage au combat. Pourquoi il s'est passé quoi en Afghanistan à ce moment-là? C'était en quelle année? 2007. C'était septembre 2007 jusqu'à à peu près mars-avril 2008. En fait, donc c'était un OMLT commando montagne. On avait relevé les GCP, les commandos parachutistes de la 11e brigade de para. OMLT, pour les gens qui ne connaissent pas trop. Alors, en fait, c'est une unité de mentoring de l'armée afghane. En fait, on est 6 et on a à peu près entre 100 et 160 Afghans. Et donc dedans, on a toutes les spé. En fait, on a le démineur, on a le TACPI, celui qui va guider les frappes aériennes, on a le médic, on a un tireur d'élite, et après on a un officier de liaison qui fait on a le traducteur avec nous, et puis après on a un ou deux chauffeurs qui restent au véhicule. Donc en fait, donc là à ce moment-là, j'étais plus au 2e REG, j'étais au 2e REG, régiment étranger de génie sur le plateau d'Albion. Et quand on est rentré d'Afghan, il y avait plusieurs petits soucis. Déjà, il y avait un décalage entre ce qu'on nous demandait de faire et le matériel qui était en dotation. Parce qu'en fait, on avait encore beaucoup de vieux matériel du service de santé. Donc, comme j'ai dit, on a du matériel qui n'était pas adapté. On avait beaucoup de matériel hospitalier. Donc, tout ce qui était emballage, c'était pas du tout adapté. Deuxième problème, c'est qu'on était très pauvre en matériel vraiment opérationnel, notamment tout simplement les sacs qu'on avait. On avait des sacs d'Imatex, c'était les sacs des pompiers qui étaient repeints en vert, quoi. Et c'était complètement nul parce que c'est des sacs qui pesaient très lourd, un agencement 100% médic, pas possibilité d'avoir de camelback dessus. Donc on a fait toute une liste, on dit voilà, il y a ça qui ne va pas. Et notamment on avait eu des problèmes avec les premiers Garot 4, anciennement Durango. Donc moi ça m'est arrivé, il y en a 2 qui ont cassé, les personnes sont mortes. Hein. Donc c'est vrai qu'aller chercher quelqu'un de l'autre côté de la butte de tir sous le feu ennemi, le traîner, lui mettre des garrots, le mettre dans un hélico, tu dis super, t'as fait ton boulot. Et puis après on t'annonce que dans l'hélico, en fait, au décollage, il y a 2-3 roquettes qui sont passées à droite à gauche, pas très loin de l'hélicoptère. Donc il a fait des manœuvres d'évasion avec du tir. C'était un Black Hawk lisse américain. Et en fait, comme il n'y a rien, la personne n'était pas attachée, rien du tout, il a fait 2-3 roulés boulés dans la caisse en fait. Et en fait le garrot a cassé. Alors c'était un problème de plastique qui était peut-être un petit peu dur, des conditions météo qui étaient très défavorables en plein hiver en Afghan, à plus de 2000 mètres d'altitude, ça fait quand même assez froid. Peut-être aussi des garrots qui étaient exposés inutilement aux intempéries, on les avait sur nous tout le temps en permanence, donc c'est vrai qu'ils prenaient le chaud, le froid, etc. C'est vrai que le jour qu'on utilisait, on ne sait pas combien de temps ils avaient été stockés non plus. Hein. Voilà.
Donc on a exposé, on est passé sur le soft tactical, parce qu'à l'époque c'était ce qui se faisait de mieux, en 2007-2008. Et puis on a aussi parlé de la formation. Pourquoi ? Parce que les gens qui nous ont relevés, donc je ne sais pas de tête comme ça, mais c'était au MLT 6 ou 7, sur 56 personnes je crois, ils venaient de plus de 40 unités différentes. Et quand on les a vus, parce que nous on venait tous des commandos montagne. Donc en gros on était formés ensemble, c'était pas mal. Mais quand on les a vus c'était disparate, il y avait des aviateurs, il y avait des terriens, je crois peut-être qu'il y avait quelques marins aussi. Pas les mêmes formations, pas les mêmes matériels, etc. Il y en a qui étaient très bien équipés, d'autres ils arrivaient vraiment avec TTA quoi. Les vieux garrots de la guerre d'Algérie, blancs avec la petite pince, une fois qu'on les serre, on tape dessus, ils soufflent tout seuls. Donc c'était pas l'idéal quoi. Donc on a eu ça, et donc le général m'a reconvoqué derrière pour une grande réunion où il y avait un peu tous les services, où il y avait le pharmacien en chef, etc. Et donc on a réexposé, et en fait j'aurais fait des démonstrations devant, pour leur montrer, voilà, le matériel était peut-être bien à la guerre d'Algérie, ou en Bosnie, ou en Somalie, etc. Mais là on a quand même un théâtre exigeant, et donc voilà. Et de fil en aiguille, en fait, on a changé quelques matériels, et on a lancé l'idée du sauvetage au combat. Parce qu'il n'y avait pas de doctrine d'emploi à ce niveau-là. En fait, il ne faut pas se leurrer, depuis 2001 on était en Afghanistan, et tout ce qui était hospitalier, on était bon. Donc, tout ce qui était rôle 2, rôle 3, rôle 4, les hôpitaux, ça roule ça. Par contre, le fait que les gens du terrain, les soldats, ont des contraintes que n'avaient pas forcément en tête les gens qui étaient dans les états-majors. Santé, premièrement. Deuxièmement, il y avait peut-être un souci de financement. Il n'y a peut-être pas de ligne budgétaire suffisante pour équiper tous les soldats. Comme je disais pour la Somalie, dans mon cours, on s'est fait un peu phagocyter en fait, par le civil. Après des années d'OPEX où c'était plus du civilo-militaire, de l'aide humanitaire, choses comme ça, on a perdu un peu les fondamentaux de la vraie guerre. Moyenne intensité, on va dire plutôt. Donc du coup, on n'avait pas forcément une oreille attentive sur tout ce matériel qui coûte pas très cher au demeurant, qui devait équiper tout le monde, etc. On était un peu dans le délire, voilà, le garrot, moi j'ai entendu, notamment pendant la réunion, c'est un acte médical, etc. Enfin, on ne veut pas que le soldat de base il a un garrot et qu'il se le mette dessus. On a bien été aidé par les Américains qui, eux, avaient leur protocole T3C, Tactical Casualty Care, mais il a fallu un peu brusquer les choses. Alors, moi je retiens une phrase du général Le Serre qui m'a toujours fait rire. Donc il y avait le pharmacien en chef qui était là, et donc il dit oui, équiper en garrot tous les OMLT, donc tous c'est pas équiper l'armée française, c'est juste les petits groupes de personnages qui sont au service de l'armée afghane pour les former. Donc c'était pas. Et donc je sais plus, il sort un chiffre, ça coûte 250 000 € et tout ça. Et le général Le Serre, il fait ça coûte pas cher. C'est même pas le prix d'un moteur Leclerc. Donc le pharmacien il s'est retrouvé, pharmacien chef un peu désarçonné. Donc ok, on va acheter au moins un garrot pour tout le monde, etc. Ensuite, donc on a fait un sauvetage au combat très rapidement. Moi je l'ai fait en pratiquement une semaine avec l'aide du colonel B, le médecin du 4e chasseur, et on était 4 dans la boucle. Désolé, j'ai oublié les pas de noms. problème. Voilà. Je te coupe juste une seconde. À l'époque, les gens n'étaient pas équipés eux-mêmes. Par exemple, l'Oxane de la section, il n'était pas équipé lui-même en garrot ou... Ah non, on avait les vieux garrots de l'armée française, quelques-uns. En fait, on avait des anciennes trousses. Je crois que c'était TTA 93, je sais pas. Mais dedans, le pansement qu'on avait, c'était un vieux truc de la Deuxième Guerre mondiale. On avait Par contre, ce qui était bien, c'est qu'on avait des médicaments dedans. On avait un truc pour la douleur, on avait quelque chose pour
la diarrhée. On avait des choses comme ça. On avait un peu de bobologie qu'on a perdu dans l'attique. Je me suis beaucoup battu pour ça, on en reviendra après. Et donc, en fait, on avait une trousse, mais qui était quand même, faut pas se leurrer, dépassée. D'accord ? On avait 20 ans de retard, quoi. En comparaison des Américains, par exemple. Par exemple. Voilà. Donc, en fait, on a essayé de faire un petit premier jet du sauvetage au combat pour les prochains MLT qui partaient. Donc, en une journée, on a eu une équipe de caméramans qui est venue de Lyon et on a préparé quelque chose. Et dans la journée, on a fait 18 films. Certains ont été refusés, d'autres sont passés. Moi, je regrette, par exemple, on avait fait une petite scène avec deux commandos montagne. Ils étaient équipés pareil. Et donc, dans le truc, c'était chaque combattant doit ressembler à un médic, chaque médic doit ressembler à un combattant. Erreur du service de santé. En Afghan, ils ont acheté des sacs noirs pour tous les médics. Donc, c'était des sacs Black Hawk Titan. Tout le monde était en cam Centre-Europe. Et tu avais le médic, le sac noir. Donc en fait, les Afghans en face, ils savaient que le mec qui avait le sac noir, c'était le médic et c'était lui qu'il fallait fumer en premier, quoi. Exemple. Voilà. Donc c'est du détail. Mais c'est ce problème entre les décideurs qui font ça et les mecs qui ont acheté ça, ils l'ont fait vraiment en se disant « Ah, c'est super, c'est un sac médic et tout ». Ils n'ont pas pensé que ça serait le seul Mongol qui aurait un sac noir dans tout le dispositif, quoi. En 2008, pendant Ouzbin, tu étais déployé ? Non, moi j'étais rentré. Parce que Ouzbin a été un peu le game changer en termes de doctrine de pas mal de choses dans l'armée de terre. Est-ce que ça fait partie des choses Alors nous, on avait fait ça pour les OMLT. Quand il y a eu Ouzbin, en fait, du coup, ça a été diffusé partout. Parce que moi, jusqu'à Ouzbin, j'avais travaillé que pour des unités un peu spécialisées. Avec les autres, toute l'équipe qu'on était, on faisait un peu de brainstorming, on va dire. On essayait de faire avancer le schmilblick, mais dans l'armée de terre, et après Ouzbin, ça a été récupéré donc du coup par le service de santé avec une grosse pression derrière de la présidence directement. Et donc après, ils ont remouliné le truc. Donc là, à ce moment-là, je suis passé moi sur un autre truc, je suis passé sur la confection de la TIC 08. Ok, c'était une de tes missions, quoi, officielle. Oui, en liaison avec une société. En fait, j'étais infirmier major, non, je n'étais pas encore infirmier major, j'étais infirmier au 2e règle. Et j'ai travaillé avec la société Dimatex comme conseiller technique. Voilà. Donc on a développé Bagram, c'est la trousse qui a servi un peu de modèle à la TIC 08. Trousse triptyque, bien équipée, tout ça. Mais pareil, là on s'est un peu chamaillé avec les autorités parce qu'on n'avait pas la même vision du truc. Moi je sais que j'avais un général en face qui absolument voulait un kit perf sur chaque combattant. À savoir, on était la seule armée à mettre le kit perf sur la trousse individuelle, trousse de cuivre. Moi, j'ai jamais compris trop l'avantage de ça. En gros, une trousse TIC française, c'est une IFAC américaine plus un kit perf. Ça fait un truc énorme. Par contre, dedans, il n'y a même pas de bobologie. C'est-à-dire que le mec, il s'ouvrait le doigt avec sa culasse, il avait juste le gros pansement israélien, il n'y avait même pas un urgot dedans, quoi. Tu vois le décalage qu'il y a justement entre les grands chefs qui sont dans leur truc hospitalier, quoi. Ça fait, je pense, un moment qu'ils ne sont pas allés crapahuter, et voilà. Et donc, du coup, c'est... Ce qui est important, maintenant ça a changé, hein. On a des organismes qui sont vraiment en liaison. On a pris, en fait, au fur et à mesure. Maintenant, ça continue à évoluer, même encore beaucoup plus vite qu'en 2007-2008. Il y a vraiment une machine bien huilée en France, où en fait on a une grosse remontée d'infos des régiments, on a des rétex qui remontent des opérations, on a des cellules dédiées dans chaque arme pour évaluer les besoins spécifiques. Un marin n'aura pas les mêmes contraintes qu'un pilote d'hélicoptère, qui n'aura pas les mêmes contraintes qu'un chasseur alpin dans les commandos montagne par exemple, et n'aura pas les mêmes contraintes qu'un pilote de VBCI. D'accord ? Tu imagines bien, et un exemple, un pilote de VBCI ne va jamais pouvoir avoir sa trousse de cuisse. Parce qu'il est serré dans son... Tu vois ? Donc lui, il va avoir une belly push ou quelque chose qui soit au niveau de la poitrine. Exemple. Donc là maintenant, on a vraiment des organismes comme ça, on est vraiment pas mal. Moi, je discute beaucoup avec les industriels américains. Les Américains regardent beaucoup ce qu'on fait en France. Mais
la machinerie française, dans tous les on a vu pour le Covid, hein, il y a une administration et il y a une machine à remuer qui est énorme. Et qui prend beaucoup de temps avant d'arriver à des résultats, quoi. Par contre, une fois qu'on a pris le mouvement, on fait des choses extraordinaires, quoi. C'est clair que ça a dû évoluer parce que j'ai eu l'occasion de suivre des classes de jeunes militaires dans le cadre de reportages et ils ont tous des modules de secours en combat, de comment mettre un garrot, comment mettre un pansement israélien. Oui. Mais alors, là c'est pareil, c'est un peu en dents de scie. C'est-à-dire qu'en fait, on a eu l'Afghanistan, on a eu une formidable montée en pression pour l'Afghanistan. Puis après l'Afghanistan, bon, il y a eu Ouzbin jusqu'en 2012 à peu près. Et après, le sauvetage au combat, il s'est cassé la gueule en fait. Hein. C'est redevenu un peu la 5e roue du carrosse. Hein. Moi, je passais dans les régiments, je voyais même des moniteurs, parce que moi, comme commercial, je passais. Et j'ai vu vraiment qu'il y a eu... on est retombé dans les anciens errements, et en fait, on a perdu en fait du potentiel sur la formation. Je vais dire des bêtises, mais voilà, le volume de formation du sauvetage au combat, dans beaucoup de régiments, il avait été divisé par 3, quoi. Et en fait, avec le Mali et puis les grosses opérations, c'est reparti derrière. Mais je suis sûr que demain, le Mali s'arrête, le sauvetage au combat, ça va redevenir la 5e roue du carrosse, et on va retomber dans un truc... Est-ce que le fait qu'aujourd'hui les soldats, ou les forces de l'ordre aussi également, parce que tu travailles aussi en collaboration avec des gens comme ça, oui, ont de plus en plus le réflexe de s'équiper par eux-mêmes, d'acheter leur matos, de constituer leur propre TIC par moment. Alors Jess en a parlé sur le podcast, il disait cette phrase qui était intéressante, il disait que depuis Napoléon, les soldats ont l'habitude d'améliorer leur barda et leur équipement. Mais est-ce qu'aujourd'hui c'est pas plus facile peut-être pour eux, parce que grâce à Internet, les réseaux sociaux, grâce à toute cette information qui est à disposition, il n'y a pas plus de facilité à acheter son propre matos Moi, je fais ça tous les jours, en fait. Donc, j'ai la page Secouristes en milieu hostile sur Instagram, sur Facebook, etc. Et tous les jours, moi, j'ai les gens qui m'appellent. « Ah, salut, je suis de tel régiment, je pars en OPEX, qu'est-ce que tu me conseilles ?» Je te donne un exemple. Moi, dans un régiment Légion à la montagne, les légionnaires, ils n'avaient rien. Zéro, nada, que dalle. Dès qu'ils partaient en OPEX, ils percevaient une trousse. TIC, etc. On en avait au BOI pour faire l'instruction pendant 2-3 jours avec, mais ils faisaient n'importe quelle mission, ils n'avaient rien du tout. Même pas pour partir en entraînement exercice, dans la montagne, voilà, un exercice, voilà. Ils n'avaient rien. Ah, c'est chaud quand même. Voilà. Il y avait l'Oxane qui transportait tout, et les gens n'avaient rien. Donc tu imagines bien que quelqu'un qui a déjà fait 1-2 fois l'Afghanistan, c'est comme si tu lui donnes un demi-fusil pour aller après s'entraîner, il va dire il me manque quelque chose quand même. Donc là, on a déjà ce phénomène de... comment dire, les gens vont s'acheter en fait du matériel de secours parce qu'ils se disent voilà, tout simplement, je me blesse, j'ai rien sur moi. Et l'Oxane, il n'est peut-être pas avec moi. Donc du coup, on a déjà ce premier phénomène. Ensuite, le deuxième phénomène, c'est que les gens, ils s'entraînent aussi de plus en plus. Ils font des stages, ils font des choses comme ça, où il y a des scénarios médics. Et faire des scénarios médics où tu fais semblant de poser un pansement, c'est pas crédible. Parce que voilà, on a du matériel de dotation, on le perçoit pour partir, on partait, mais sinon, dans tous les jours, on n'avait pas. C'est comme si tu percevais pas de munitions quand tu tirais au stand de tir, quoi. Exactement. Donc, il y avait ce besoin, en fait. Ensuite, à l'époque, c'était beaucoup les trousses de cuisse. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait au moins 30% des gars qui, comme on parlait du pilote VBCI, mais même quelqu'un qui conduisait un Land Rover, un truc comme ça, la trousse de cuisse, la personne ne pouvait pas l'utiliser. Donc les gens s'achetaient une poche sur molly qu'ils mettaient sur leur gilet. Voilà. Ils adaptaient un peu à leur... comment dire, leurs contraintes opérationnelles à l'entraînement. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, et donc de fil en aiguille, on a... moi, je vais te donner un exemple. Les garrots à cliquet, on en a vendu 64 000 en France. C'est quand même pas négligeable.
Et c'est pas les chasseurs qui les ont achetés, hein. C'est beaucoup les militaires. Est-ce que tu peux nous rappeler, pour les gens qui ne sauraient pas ou qui ont besoin d'une petite mise à jour, à quoi sert un garrot et l'intérêt d'en avoir un, même peut-être en fond de sac, pour quelqu'un qui n'est pas forcément militaire et qui part en randonnée en montagne? Alors, en fait, il y a deux trucs. C'est que le garrot, c'est pas l'alpha et l'oméga de la prise en charge, en fait. Donc, avant, c'était un truc, c'était un acte médical. Moi, quand j'étais commercial, au tout début, j'allais voir les SAMU, les pompiers, tout ça. Je présentais des garrots et on me disait, mais monsieur Brunet, on n'est pas en guerre. Il a fallu le Bataclan pour que là, du coup, monsieur Brunet, il me faut 4000 garrots. Le même qui, 15 jours avant, le mec me disait, on n'est pas en guerre. Donc, premièrement, ce n'est pas l'alpha, l'oméga de la prise en charge. Deuxièmement, pour le garrot, c'est bête à dire, mais c'est comme pour la trousse individuelle, ça ne sera pas le même garrot pour tout le monde. Il y a des gens qui vont avoir des contraintes, ils partiront sur, je ne sais pas moi, un garrot 4 par exemple. Il y en a parce qu'il n'y a pas de métal dessus, exemple. D'autres partiront sur un RMT parce qu'il est large, des grands. Des gens qui travaillent un peu tout seuls, comme le ministère des Affaires étrangères, services spéciaux, qui n'ont pas de service de santé quand ils sont déployés. On va avoir des gens qui vont pas faire un RST parce que c'est rapide à mettre, comme les pilotes d'hélico, les choses comme ça, parce qu'on a juste à clipser, serrer. Ils se les mettent avant, en fait, quand ils sont dans l'hélico, ils se les mettent sur les cuisses, ils prennent une balle, ils ont juste à faire 3 coups de clic, c'est serré. Tu vois, c'est pas le même truc. Un plongeur, par exemple, il prendra peut-être pas ce genre de truc, il prendra peut-être autre chose, un garrot assez fin, parce qu'on a fait les tests sur les néoprènes. En fait, il ne faut pas un garrot large, il faut un garrot assez fin. Donc lui, peut-être que le soft tactical ou des choses fines seront plus efficaces, etc. Donc, déjà ça. D'autres personnes, ils travaillent en civil, donc il faut un garrot très plat, très fin, voilà, qui ne prend pas beaucoup de place. Voilà. Les maîtres chiens, ils aiment bien les SWAT-T ou les child pour leurs chiens. Tu vois, il y a plein de choses comme ça. Et l'avantage du garrot, c'est qu'en primo intervenant et pour soi-même, c'est très facile à mettre. En gros, comme j'ai dit dans le cours, on a 65% des gens qui au combat sont blessés au membre, même s'ils ont d'autres blessures. Donc déjà, gérer le membre, on pose un garrot, terminé, on sait que la personne ne va pas mourir d'une exsanguination parce qu'il était blessé à un membre. Ça, c'est sûr. Après, il ne faut pas tomber dans l'effet inverse. J'ai une petite coupure, un coup de couteau au niveau de la paume de la main, je ne vais pas mettre un garrot. Un pansement compressif suffira. En fait, c'est un tout. C'est comme une boîte à outils. C'est bien, on a un garrot, mais le garrot, il ne fait pas tout. On a un pansement, il ne fait pas tout, etc., etc. On a un dispositif hémostatique, c'est pareil. Donc, il n'y a pas beaucoup d'items en fait à avoir. Hein. Un garrot, dispositif hémostatique, compresse, de la gauze compressée, un pansement étanche, un pansement à valve, un peu de scotch, une paire de ciseaux, une paire de gants. Voilà, on a déjà un pansement compressif. Voilà. En gros, c'est une centaine d'euros, on est équipé, quoi. Ouais. Voilà. Mais ça doit être un multitool, quoi. Et ça va être utile pour aussi bien quelqu'un qui va prendre un impact de balle, par exemple dans le bras ou ailleurs, ou quelqu'un qui se blesse en montagne parce qu'il tombe, mettons, d'une falaise ou il s'éclate la jambe ou quelque chose comme ça. Une fracture ouverte, par exemple, ça peut être très hémorragique. Hein. Alors, tu parles du cours, en fait là, ces jours-ci, au moment où on enregistre cette interview, on est en train d'enregistrer une formation très complète avec MPSEC sur ton travail de secouriste, et tu donnes de très bons conseils à plein de gens pendant plusieurs jours. Donc il y aura le lien en description quelque part de cet épisode, au moment où les gens l'écouteront. Sans rentrer dans le détail, c'est quoi l'intérêt pour quelqu'un de se former au secourisme en milieu hostile, qu'il soit au sens large comme les intervenants qu'on a eu aujourd'hui, enfin les participants qu'on a eu aujourd'hui, qu'ils soient chasseurs, policiers ou juste tireurs sportifs ou militaires? Alors déjà, première chose, s'acheter du matériel, c'est facile. Il suffit d'aller sur internet, je clique, je prends ma carte bleue, bim bam. Ça c'est sûr.
Maintenant, il faut savoir s'en servir. C'est comme si je te donne une Porsche, tu n'as pas le permis, ça ne te sert à rien. La Porsche, elle reste soit dans le garage, soit elle va éclater dans le mur. Pour le médic, c'est la même chose. Donc, première chose, s'équiper, c'est bien, se former, c'est mieux. Ça doit être clair. Deuxième chose, on fait bien que ce qu'on fait souvent. Je le répète assez souvent dans le cours, mais c'est comme ça. C'est-à-dire que moi, dans mes formations secouristes en milieu hostile, notamment pour les ambassades, je leur dis, vous êtes tous dotés de garrots, tous les premiers lundis de chaque mois, vous sortez les garrots, clac, clac, vous le mettez. Ouais. Voilà. Il faut driller, quoi, comme quelqu'un qui est au stand Parce de que c'est tir, pas le jour où j'ai pris une balle, où je me suis pris un IED, le véhicule est sur le toit, qu'il faut se dire, oh merde, où est mon garrot, comment ça marche? Trop tard. Hein. C'est clair. On a des cas comme ça où les gens sont équipés, ils ont pas été... Au moment où il met le garrot, la personne elle est morte. Parce qu'ils ont mis 5 minutes à s'y vider de son sang. Ensuite, l'intérêt de se former sur des formations comme ça, premièrement, c'est pour des gens qui n'ont pas accès aux formations de bonne qualité de l'armée. Typiquement, ça peut être la police municipale. La police municipale, il peut faire le SST, il peut faire... voilà, mais après, ça, c'est très limité. Deuxièmement, c'est tous les agents de n'importe quelle administration, que ce soit administration de transport avec les SUGE, les opérateurs du ministère des Affaires étrangères, voire du ministère de la Culture, voire de l'Éducation nationale qui sont détachés au Pakistan, des choses comme ça dans les lycées militaires, les lycées français, pardon. Voilà, les ambassades dans des pays pas forcément en guerre, mais comme le Mexique par exemple, où il y a beaucoup de carjacking, de homejacking, d'agressions dans la rue, etc. Et puis après, pour les gens qui veulent se former pour être primo-intervenants, parce que de plus en plus, on a des agressions gratuites partout en France, et qu'ils veulent tout simplement se protéger. Après, au niveau des formations, pourquoi le secourisme en milieu hostile par rapport à d'autres, c'est qu'on fait à la carte. Donc en fait, je fais des formations... Je ne vais pas faire la même formation pour des gens qui sont dans un aéroport, des opérateurs du ministère des Affaires étrangères qui vont en Syrie voir ce qui se passe à Palmyre, et puis après le policier municipal qui est dans un quartier sensible. Voilà, donc on a... Parce que déjà, c'est pas les mêmes moyens, c'est pas les mêmes missions, on n'est pas... Et donc on va adapter ça. Et c'est pas un protocole américain où en fait, pour tout le monde, c'est le même protocole, le même matériel, le même truc. Et en fait, en gros, c'est adapté au SWAT de Los Angeles. Et puis après, tout le monde fait pareil, quoi. Oui, parce qu'en France, il y a le service médical des armées, mais il y a le service de santé, pardon, des armées. Oui. Mais après, dans l'univers civil, est-ce qu'il y a des organismes qui existent, qui donnent des cours de façon publique, par exemple sur les premiers secours Alors, en fait, déjà... Les stages qu'on a en France, comme le SST, en fait, moi je suis très content parce qu'ils ont upgradé en fait tout ça. Et maintenant, par exemple, ils voient la pose du garrot au SST. SST, ça veut dire quoi? C'est secouriste sauveteur au travail. D'accord. En gros, si ma mémoire est bonne, il me semble que pour, je sais pas, un certain nombre de je crois que c'est pour 20, mais je ne suis pas sûr, travailleurs, on doit avoir un secouriste formé du travail. Et par exemple, quelqu'un tombe d'une échelle, il sait quoi faire, etc. Il est formé sur un défibrillateur. Voilà, il fait les premiers gestes en attendant. Faire du bouche à bouche, ce genre de trucs. Exactement. Quoi. Mais même, il peut faire un bandage, il peut gérer une brûlure. Voilà. Eux, ils ont monté aussi un petit peu. Mais c'est quand même assez limité. Moi, quand j'ai fait mon cours SST, j'ai vu la personne qui faisait le cours, elle faisait le garrot avec son écharpe, en laine. J'ai fait bravo, écoutez, je pense que ça ne marche pas du tout. Et donc, je me suis permis pendant le stage, je lui ai expliqué un petit peu que c'était pas forcément. Alors, elle était certainement bien formée, alors je sais pas, elle a peut-être oublié le matériel, j'en sais rien, mais en tout cas, j'ai pas trouvé ça super top. Après, j'ai refait mon recyclage, là, je suis tombé sur un mec qui était au taquet, ancien militaire, bon, c'était super. Mais l'important, c'est que voilà, le savoir diffuse et tout ça. Ce qu'il faut, c'est diffuser au maximum. Moi, ça me fait plaisir. Comme pour moi, j'ai formé par exemple 500 agents de sécurité sur les bateaux en les formant FPOS. C'est une formation anglaise qui est obligatoire pour une question d'assurance pour les agents de sécurité armés en mer. Contre la piraterie, c'est ça? C'est ça, ouais.
Moi, la meilleure des récompenses, c'est quand le mec t'envoie un message, ouais, j'ai sauvé, mon pote a pris une balle, j'ai sauvé, voilà, c'est ça. La policière qui a mis le Winclot à la pauvre dame qui avait pris un coup de couteau par son mari, voilà, à m'envoyer une photo en me remerciant pour la formation. C'est ça qui est le plus... enfin, c'est la reconnaissance qui est ultime, quoi. Voilà. Pour les formations tactiques, on va dire, donc on a les protocoles américains, donc on a le T3C, Tactical Combat Casualty Care, c'est en gros le sauvetage au combat français. Le sauvetage au combat français n'étant pas enseigné aux civils. C'est vraiment quelque chose qui reste au niveau de l'armée. Peut-être ça va changer parce que l'armée sait bien qu'il y a un gros marché à prendre, donc je pense qu'ils doivent regarder ça d'une façon à se dire il y a peut-être moyen de faire un peu d'argent là-dessus. Et puis il y a aussi de la demande. Ensuite, on a le TECC, donc là c'est très populaire. En gros, c'est la déclinaison du T3C, version civile pour les policiers américains, les agents de sécurité, choses comme ça, et qui donc est venu en France et qui est très populaire. Qui est dispensé par qui du coup? Par le ministère de la Santé? Non, c'est des organismes privés. Voilà. Et des fois, on envoie au TECC des gens du SAMU, des pompiers qui interviennent sur les violences urbaines, des choses comme ça. Donc là, je crois que la licence, c'est Life Support France qui l'a. Et après, on a d'autres organismes qui le font aussi de façon plus ou moins ciblée. Par exemple, on a UMI qui lui fait beaucoup de formations TECC pour les SAMU, par exemple. Chacun va prendre sa petite niche, en fait, et adapter un petit peu le cours. Comme on est français, on aime bien adapter, en fait. C'est moins protocolisé que chez les Américains. En gros, c'est pareil que le T3C, mais en version dégradée. Ensuite, on a une nouvelle formation, c'est les agents de sécurité armés. Donc c'est quelque chose, c'est un peu un serpent de mer, parce que ça en fait c'était décidé après le Bataclan et ça commence tout juste à se mettre en place, quoi. C'est très la machine administrative, ça mettre des bâtons dans les roues, on sait faire en France, tirer la couverture à soie aussi, et ouvrir le parapluie, pareil. Je ferme la parenthèse. Pourquoi? Parce qu'en fait, les agents de sécurité armés, donc il y a plusieurs niveaux, hein, ça va de celui qui a la gazeuse, la matraque télescopique, voilà. Donc lui, il va avoir un petit kit de cheville, par exemple, équipé. On a travaillé beaucoup là-dessus. La version au-dessus, c'est l'agent de sécurité, style ceux qui sont dans les parcs d'attractions, pour ne pas les citer, avec une arme, soit port discret, soit port apparent, mais sous une veste, enfin... Voilà. Eux vont avoir un kit à la ceinture, par exemple, un peu plus équipé avec dispositif hémostatique, des choses très plates, très fines, très techniques, pour vraiment rester low profile. Et après, on a les agents de sécurité niveau ultime. Donc là, par exemple, c'est les agents de sécurité pour Areva, Melox, ces choses comme ça, qui font du transfert, qui gardent les centrales nucléaires. Donc là, c'est armes longues. En gros, là, c'est pareil qu'un... voilà, et donc bon, ils ont les casques, les gilets pare-balles, les boucliers, des trucs comme ça, c'est un peu comme un petit raid, une antenne raid, quoi. Et eux sont équipés soit d'une trousse de cuisse, soit d'un kit médic. Après, ils ont encore un gros kit médic dans le véhicule, ils sont bien équipés, bien formés. Voilà. C'est un truc, tu parlais du Bataclan, c'est devenu à la mode, le secourisme de combat en milieu urbain, parce que quand on voit qu'il y a eu ces tueries de masse en plein cœur de Paris, ou savoir mettre un garrot, savoir arrêter une hémorragie, finalement c'était pas un truc stupide à connaître, quoi. Moi ça m'a fait rigoler parce que avant le Bataclan, en fait, j'avais l'impression un peu de prêcher dans le désert. Comme je disais, j'allais chez les pompiers, on me disait oh, monsieur Brunet, on n'est pas... Voilà, je suis allé voir même des groupes d'intervention, hein, bon, les gens n'étaient pas très réceptifs, quoi. Et puis il y a eu Bataclan, et le lendemain, c'était le truc de fou, quoi. La personne qui... Moi j'avais des appels, il me faut 4000 garrots. C'était un truc... On a siphonné tous les garrots du monde dans l'espace de 15 jours, quoi. Tous les stocks, on vendait tout et n'importe quoi. Et d'un autre côté, on a eu des milliers de spécialistes qui sont sortis du bois comme ça,
Moi j'en ai vu, c'était très marrant parce que je les connaissais d'avant. Et voilà, ils sont devenus spécialistes antiterroristes, secours. Alors c'est pareil, hein. Moi j'avais. Secouristes en milieu hostile, hein, c'est né en 2008, donc c'est un peu avant le Bataclan quand même. Et puis ils ont décliné ça en toutes les zones hostiles, très hostiles, super hostiles, etc. Donc ça m'a fait un peu rigoler. Et puis j'ai même des gens avec qui j'avais formé, en fait, qui faisaient derrière leur propre formation. Et puis après, moi, ça s'est un peu tassé parce qu'en fait, il n'y a pas de la place pour tout le monde, en fait. Donc sont restés vraiment les organismes qui avaient un peu de crédibilité. Voilà. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a eu beaucoup de merde de fait derrière. Il y a beaucoup de gens qui se sont fait beaucoup d'argent. Voilà. Bah, comme toutes les ouvertures de marché en général. Hein. Ah ouais, c'est ça. C'était le Far West en fait. Ouais. Ouais. Et puis après, il y a le ministère de l'Intérieur qui a mis le nez dedans et qui a. Parce qu'ils ne formaient pas non plus que les good guys, quoi, on va dire. Ok. Tu parles de Far West, tu parlais des Américains tout à l'heure. Aux États-Unis, je suppose que c'est beaucoup plus ancré dans la culture locale, le fait d'avoir des notions de secourisme au combat ou d'être capable de gérer une blessure par balle quand on voit que le port d'armes est vachement plus relax aux États-Unis, qu'il y a des gens qui se baladent carrément avec le flingue à la ceinture. Ouais. Et quand on voit aussi les tueries de masse dans les lycées, les collèges, etc. C'est ça. Alors en fait, justement, les Américains avaient beaucoup d'avance sur nous, mais nous on disait c'est les Américains, c'est le Far West. Donc en fait, en gros, on se moquait un peu des Américains. Moi, je discute beaucoup donc, avec mes fournisseurs américains, mes amis, je fais pas mal d'OPEX avec les Américains. Les Américains me disent toujours, nous, on s'équipe parce qu'on n'a peut-être pas un service de santé aussi performant que vous en France, première chose. Quand tu regardes le nombre d'hélicoptères qu'on a en France, médic, c'est énorme par rapport aux États-Unis. Même par rapport à Israël, c'est énorme. On a tout en double. On a les SAMU rouges, les SAMU blancs, donc les pompiers, les SAMU, on a les VRM chez les pompiers. Quand j'étais au SDIS 84, donc on avait cette compétition qui fait que comme il y a compétition, on est toujours au taquet, quoi. On se forme tout le temps, on veut être meilleur que les autres. À la montagne, on a les CRS de haute montagne, le PGHM. C'est pareil, ils se foutent la bourre. Et la sécurité civile en plus, 103. Ah non, la sécurité civile, eux ils font les hélicoptères. Mais les gens qui vont dedans, c'est des CRS de la police. Ouais. T'as aussi des pompiers. En fait, hélicoptère, on a gendarmerie, CRS, sécurité civile. Ouais. Et dans les gens qui montent à l'intérieur, on a les pompiers, les SAMU. Et voilà. Et après, dans les sauveteurs, on a des gendarmes et des CRS. Donc, tu vois, tout est en double, en fait, tout le temps. Si tu regardes, tout est en double partout en France. Et donc, ça fait une émulation, une compétition. Les Américains, ils ont des protocoles comme TECC, EMT, EMS, et c'est méga lourd. Il a changé le truc, parce qu'il faut changer sur tous les États-Unis, en fait. Donc, il veut le truc à droite, l'autre à gauche, machin, l'autre veut le sac comme ci, l'autre je veux pas de sac, je veux un sac en bandoulière pour mettre son brancard. C'est très compliqué. Donc, c'est pour ça que les Américains, mine de rien, ils regardent aussi ce qu'on fait en France. Mais cette façon de sauver les gens, on va dire un peu particulière qu'il y a en France, elle est très performante sur le sauvetage à personne, mais les Américains sont en avance sur tout ce qui est tuerie de masse. Parce que, comme tu dis, il y en a beaucoup. À peu près, il y en a 1000 par an de morts dans les tueries de masse. Donc, c'est un peu en dents de scie, mais en gros, c'est 10 000 morts sur 10 ans. Et donc, les gens ont aussi cette culture américaine de se prendre en charge tout seul. Donc les gens, ils ont un kit dans la voiture, dans la maison, voilà. Et moi j'aime bien cette culture. Moi, mes enfants, ils vont à l'école, ils ont leur kit dans leur cartable, machin, et ça sert pas mal. Ils s'en sont déjà servis pas mal de fois. Comme je te disais, mon fils il fait du hockey. À la sortie du hockey, il y a toujours un qui prend un coup de crosse parce que là il n'y a plus de casque. Et donc bon, le kit médic de mon fils, je le reboote en permanence, quoi. C'est peut-être aussi le mouvement survivaliste, voilà, qui commence à percer un petit peu en France. Les gens, ils aiment bien se prendre en charge eux-mêmes, de pas être. En France, on attend la béquille du gouvernement, quoi. Il n'y a qu'à voir. Moi, je vois, par exemple, dans mes clients, je vais voir la différence suivant les armes, les choses comme ça.
Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui en fait n'achètent aucun matériel perso et ils prennent juste ce que leur donne l'administration. Alors ils sont toujours en train de gueuler qu'on n'a pas de matos, mais même sortir 5 € pour s'équiper, c'est hors de question, quoi. Ouais. On va pas avoir ça aux États-Unis, on va pas avoir ça notamment d'où je viens à la Légion, les gens s'équipent quand même énormément. Ouais, tu as mis le doigt dessus aussi, la mouvement survivaliste qui est en train d'arriver en France, qui a du mal quand même à pénétrer, parce que comme ça vient des États-Unis, qu'en plus, quand tu vois les mecs aux États-Unis, quand tu vois les émissions de télé où c'est toujours too much, quoi, c'est le mec dans son bunker, qui limite, lui, son gamin, il lui file un flingue, quoi, dans le cartable, quoi. Et du coup, on prend les gens pour des bofs, il y a des gros clichés. C'est ça, c'est exactement ça. Et donc, en fait, c'est complètement déformé en France. Ouais. En fait, le survivaliste aux États-Unis, il a bonne presse, en fait. Parce qu'on se dit, alors, il y a d'autres termes qui sont peut-être mieux, plus judicieux, comme preppers. Le mec qui... Voilà. Moi, personnellement, on peut considérer que je suis prepper, voilà, parce que voilà, j'ai toujours tout ce qu'il faut dans ma voiture, j'ai toujours mon sac qui est prêt, j'ai mon go-bag qui est prêt, voilà. Même sur le côté, je me suis fait avoir déjà. Ouais. Voilà. Mais ça, c'est un truc qui vient de l'armée aussi, le fait d'être prêt, de faire gaffe à son sac, ses affaires. Et puis il y a le côté aussi qui est super galvaudé en France et pas aux États-Unis, qui est protège ta famille, protège-toi, sois un peu parano aussi. Mais malgré on va dire la campagne de... Ça qui est marrant, c'est qu'en fait, quand tu regardes la télé, les journalistes, ils te cassent le mouvement survivaliste à fond, on les fait passer pour au mieux pour des beaufs, au pire pour des complètement frappadingues, voire des paramilitaires qui se préparent pour la guerre. Mais il suffit d'aller sur le site du ministère des Affaires étrangères et tu vas voir, tu as les listes de go-bag, de machin, des trucs, tout ce qu'il faut pour se préparer, pour les expats, les machins. Ça, c'est du survivalisme. Hein. Tu vas sur les trucs de la préfecture, par exemple à la Guadeloupe, on va te dire, voilà, là-bas il y a le risque sismique, machin. Ils te disent, voilà, à la maison, il faut avoir 3 jours d'avance de flotte, de machin, le sac, le truc, il faut un panneau pour se signaler dans la maison. Ça, c'est du survivalisme. Quand c'est l'État qui le dit, on fait bravo. Quand c'est un particulier qui va dire, putain, tu m'achètes très bien, faire des réserves et tout ça, là, d'un seul coup, c'est un fou, quoi. Ouais. C'est clair. Et d'autant plus que, alors, il y a un truc moi que j'ai trouvé très surprenant dans ta formation, qu'on a enregistré là ces jours-ci, c'est que tu as commencé par parler, quand tu as parlé de secourisme, tu as commencé à parler de choses qui n'ont rien à voir, a priori, avec l'image qu'on a du secourisme, de mettre un garrot sur une jambe pour arrêter une hémorragie, etc. Tu as commencé à parler de comment on réagit, comment on se prépare en fait, comment on analyse le risque, voilà, comment on anticipe. Sans rentrer trop dans le détail pour pas gâcher la surprise aux gens qui découvriront cette formation, pourquoi tu parles de ça et en quoi c'est important toute cette phase au départ de l'acronyme SAFE, etc. Parce que mieux vaut fuir que mourir, déjà. Tu vois ? Et si tu veux, le truc, c'est ce qu'on... Quand tu es à l'armée, on te donne un objectif, bah, tu es obligé d'y aller, c'est ta mission, c'est ton truc. Ça. Ok. Maintenant, quand tu es avec ta femme, tes enfants, là, tu commences à réfléchir, dis-moi, peut-être pas jouer les héros et puis amener mes 2 gamins en zone hostile. Tu vois ? Donc, le fait de sensibiliser les gens à regarder où sont les sorties de secours, à regarder leur environnement, à s'approprier leur environnement, où est-ce qu'il y a, je te dis, les applications Stay Alive, tout ça, pour savoir, ah ben, là-bas, il y a un défibrillateur, là-bas, il y a un secouriste, etc., etc. C'est pour protéger sa famille. Là, tu n'es plus dans la mission objectif et tout, aller faire, on va dire, le coup de force pour protéger les autres. Là, tu penses à toi. Quand il y a eu les gens ont shooté à Las Vegas sur le concert, tu crois que les gens ils se sont dit, tiens, si je montais à l'assaut de l'hôtel? Non, tout le monde s'est barré pour se mettre à l'abri, en prenant sa femme, ses gosses et tout ça. Et peut-être que quand les gens sont arrivés, bah, peut-être qu'il y avait des gens qui ont dit, ok, la sortie elle est là-bas, et puis c'est peut-être eux qui sont sortis les premiers tranquillement avant que ça soit la panique et la foire d'empoigne. Ouais. Voilà.
anticiper, mais je veux dire, j'invente rien. Quand tu conduis, c'est la même chose. T'attends pas d'avoir l'accident pour dire tiens, ça serait bien. Il y avait une pub comme ça, tu sais, où il y a l'accident puis le mec téléphone à son assurance, tu vois. Bah, c'est la même chose. Tu prends ton assurance et que tu achètes ta voiture. Bah là, c'est la même chose. C'est un peu le boulot du militaire, ça. H24, c'est d'être capable d'être jamais en réaction, mais toujours en préparation, d'analyser un plan A, mais aussi le plan B, C, D, tous les canons conformes, etc. Et du coup, pourquoi c'est si compliqué de l'exporter dans l'univers civil, ça? Ça, faudra demander à un psychiatre ou un psychologue, je sais pas. Non, c'est vrai que même si les mentalités ont changé, on a quand même toujours une appréhension. On a l'impression, des fois, que si tu demandes à quelqu'un de se préparer, parce qu'il va se préparer, il va arriver quelque chose. Tu vois ce que je veux dire? Ben, c'est exactement ça. Le mec va se dire, putain, si j'achète un go bag, si je m'équipe avec une radio, voilà, il va m'arriver parce que j'ai acheté ça, il va m'arriver des bricoles en fait. Ouais, si j'achète un flingue, je vais forcément devoir m'en servir. Ça, j'en parle même pas. Ouais. Et alors, il y a un truc que tu dis quand tu as dit aujourd'hui qui était génial, je trouvais que c'était. Tu as dit plein de trucs géniaux, mais il y a un truc qui était vraiment top, c'était que quand tu es préparé, quand tu sais à quoi t'attendre, que tu as déjà même drillé plusieurs fois le truc, tu es beaucoup plus calme, tu es beaucoup plus à même de prendre des bonnes décisions parce que tu n'es pas aveuglé par l'émotion du moment et tout. Et donc, du coup, en plus, ça rejaillit sur la victime que tu essaies d'aider. Exactement. La personne, elle voit que tu n'es pas en train de flipper, tu n'es pas mort de peur, que c'est vachement intéressant. C'est un conseil qui marche en fait pour tout au final. Quand tu es capable de faire quelque chose régulièrement, Alors moi c'est marrant parce que tu vois, quand j'étais à l'EPPA pour devenir infirmier, moi j'étais légionnaire un peu fougueux, tu vois, et j'ai eu des petits problèmes chez les pompiers ou dans les urgences, tu vois. J'avais un peu tendance à rendre les coups que éventuellement on allait me mettre, tu vois. Tu tendais pas la joue droite, quoi. Voilà. On avait beau expliquer, j'étais légionnaire, j'ai eu quand même quelques petits soucis. Voilà. Et en fait, je me suis mis au Krav Maga. Tu sais, c'est un sport de combat israélien. Et en fait, ça m'a rendu zen. Donc en fait, même quand j'étais, ça m'est arrivé plusieurs fois, je prenais des gardes au SAMU et puis des gardes aux urgences, en plus de mon travail d'infirmier. Donc je travaillais toute la journée au régiment, la nuit je travaillais aux urgences et je rattaquais la journée le lendemain. Donc tu vois, je faisais 2 jours de boulot non-stop, quoi, presque. Bon, heureusement j'avais négocié de ne pas faire de sport le lendemain matin avec le régiment, que je revenais pour dormir que 2-3 heures, quoi. C'était pas mal. Et le fait de faire du Krav Maga, tu vois, quand un mec venait m'agresser, en fait, j'étais super zen. Tu vois, j'avais changé j'étais plus dans l'agressivité, tu vois. Et ben, en fait, le fait de se former aux gestes en zone hostile et tout ça, d'avoir un peu de stress pendant les temps, de driller, de tout ça, ça te fait, comme pour ça te rend un peu plus zen que le mec qui est en train de partir dans tous les sens, en train de chercher le matos et être franchement en panique, tu vois. Et ça, c'est hyper important pour la victime. Moi, j'ai des collègues qui ont été blessés au combat, et c'est eux qui rassuraient le médecin ou l'infirmière. Tu vois? Ouais, c'est incroyable. Oui, parce que tu disais, c'est qu'il y a des gens aussi qui mettent pas trop les pieds sur le terrain, sans parler des gens dans des bureaux, etc. Chacun son boulot, ce qui est logique, mais il y a aussi des gens qui n'ont pas la formation dans le légionnaire, dans l'infanterie. Et du coup, comment ça se passe sur le terrain? Parce que comment tu fais pour te préparer? Alors tu peux apprendre à driller, tu peux apprendre à utiliser le matériel, driller tout chez toi, c'est très bien. Mais comment tu apprends à gérer une pression sur le terrain où ça tire un peu de tous les côtés, qu'il faut soigner le mec à côté de toi, en faisant gaffe à toi, voire te mettre un garrot toi-même? Ça, je le dis aussi, c'est ce qu'on va dire, mais c'est soit on l'a, soit on l'a pas. C'est-à-dire, tu vas pas faire d'un âne un cheval de course, première chose. C'est-à-dire que le mec est déjà stressé dans sa vie. Le jour où ça tire partout, il y a un accident de la route, où il y a une explosion, tu vois, ZDF par exemple, le mec ne pourra pas en faire quelqu'un de super zen, qui va gérer ça tout carré et tranquille. On est bien d'accord. Ou on va être
avoir une plus-value, c'est sur des gens qui sont bien câblés, calmes et tout ça. En fait, on va leur donner un chemin, un protocole qu'ils vont appliquer et ça va les rassurer. Et comme ils l'auront fait ce protocole une fois, 2 fois, 3 fois, qu'ils se seront continuellement entraînés, le jour J, je ne dis pas qu'ils vont être zen, que tout va bien, mais ils vont mettre en branle ce protocole, se rassurer, et du fait de se rassurer avec ce protocole, ça va rassurer là où les victimes. D'avoir un mec, tu dis putain, lui, il sait ce qu'il fait. Hein. Ouais. Tu vois ? C'est quoi l'intervention sur laquelle tu as eu le plus de boulot, quoi, le truc le plus dingue que t'aies fait en tant que médic ? Alors, il y a plusieurs trucs qui sont... C'est pas forcément sur l'intervention où j'ai le plus de blessés que ça a été le plus chaud. Moi, je pense le plus chaud, c'est... en Afghan, par exemple, on était en patrouille. On faisait une intervention sur un grand taleb, tu sais, dans les mecs de le jeu de cartes. Il y avait un jeu de cartes avec tous les 56 plus grands bad guys à choper, tu sais, avec des primes dessus. D'accord. Ouais. Okay. Et donc on était avec les forces spéciales américaines. Donc on partait de Tagab, on descendait sur Surobi, donc la vallée de la Kapisa, quoi. Et donc on faisait différents coups de main rapides sur différentes positions pour essayer de choper le taliban qui était dans le jeu de cartes en fait. Donc il y avait les forces spéciales américaines, les Delta Force, il y avait des ODA, il y avait forces spéciales afghanes, plus d'autres Kandak, et puis nous, commando montagne, quoi. Et bon, en fait, ça tabassait, je pense, du style, on est parti vers 16h, ça a commencé en embuscade vers 16h, et en fait, j'ai mon collègue qui a pris une balle dans la tête, en fait, à côté de moi. Donc ça a traversé le casque, fracture du crâne, enfin voilà. Et en fait, on n'arrêtait pas de se faire tirer dessus. C'est-à-dire vraiment, on était en mode, on se taille. Donc on remontait par la rivière. On n'était même pas sur la route, hein, parce que la route avait été piégée avec des explosifs après notre passage. Donc on ne pouvait plus reprendre la route. Et donc on remontait par la rivière, en fait. Et bon, ça tirait de partout. Et donc là, dilemme. Je suis le dernier véhicule de la colonne. Ça tire partout. Mon pote, sur le coup, je crois qu'il était mort, en fait. Parce que je l'ai vu partir, bim bam. C'est des balles de mitrailleuse, un PKM, ça, c'est très très puissant. Donc moi déjà je shoot le tireur avec une APAV 40, il est mort. Et là, il y en avait d'autres qui continuent à nous tirer dessus. Tu as le dilemme de dire je sauve mon pote, je tire sur le machin, qui sont autour, tu vois. Donc en fait tu es dehors, tu tires un peu, tu fais un peu, je dis pas n'importe quoi, mais tu es là en fait pour faire baisser un peu les têtes. Hein. Tu descends, tu commences à techniquer ton collègue, ça retire, tu ressors, tu vois. Et pour moi, c'est l'exemple typique d'une prise en charge un peu merdique, quoi. Parce que j'étais pas dans 100% médic. Tu vois, j'aurais bien aimé pouvoir techniquer mon collègue comme il faut. Tu vois. En plus, bon, c'est ton collègue, mais tu vois, t'es obligé de te diviser en deux si tu veux. Voilà. Tu vois, ça c'est un truc un peu... Bon, il s'en est sorti, on l'a tenu quand même pendant un bon moment avant que... Il y a un premier hélico qui essayait de poser pour le récupérer, il s'est fait bien rafaler, il est reparti, ils ont rafistolé un peu l'hélico, et il est revenu sur un moteur le chercher pour le ramener. Donc ça, tu vois, ça c'est un truc qui m'a marqué. Après, au niveau de vraiment où j'ai eu le plus de boulot, je pense que c'est la fois où j'avais 14 blessés avec le médic américain touché de la 101e Airborne. Et là, il faut vraiment poser les valises, prendre son... Parce que en fait, tu as les humeurs qui arrivent les uns après les autres, et puis bam, 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 1, 2, 3, bam, encore 3 qui arrivent, bim, après tu as un pick-up, des mecs de l'ANA qui viennent, bam, il y a encore. Là, problème, c'est niveau matos. T'as plein de mecs qui arrivent, t'as ton petit sac qui est fait pour sauver 2-3 mecs, tu vois, et là, tu arrives en quelques minutes, t'as plus rien. Donc là, tu dis, au secours, t'as les Américains qui sont tout autour,
Ah, il y a un médic français, machin. Il rassemble plein de sacs. Et là, c'est le contraire. Il te balance donc des Fanny Pack, là, des petits sacs, mais c'est tout en vrac dedans. C'est pas du tout le même protocole que nous et tout. Et il te balance beaucoup de matériel. Et toi, tu es obligé de fouiller dedans. Tu connais pas le truc. Et tu as 14 mecs qui sont alignés par terre, avec des blessures différentes. Moi, tu as des brûlés, blastés, polycribés, des mecs amputés, le médic s'est fait arracher les couilles, tu vois. Tu as des gens qui, par contre, bon, voilà, ils ont pris une balle dans la jambe, ils ont un garrot. Tu as des gens qui sont touchés à la tête, tu vois. Plein de trucs différents. Tu perfuses quand même les gens pour les remplir, c'est pas très compliqué, ça prend pas beaucoup de temps, mais par contre, il faut gérer un peu tous les... Et faut pas se leurrer, quand t'as 14 mecs, tu fais de la merde, quoi. Tu vois, ne serait-ce que... Il n'y avait pas de protocole, tu sais, tu fais pas ton protocole pour perfuser comme à l'hôpital, hein. Tu y vas, franco, voilà. Donc là, c'est très chaud, parce que t'as quand même la pression, puis en plus t'as tous les mecs qui te regardent, parce que t'as les Français qui disent putain, voilà, faut assurer, parce que t'as pas envie que le petit OMLT français on passe pour des branquignoles. T'as tous les Américains qui te regardent parce que c'est leurs potes qui sont par terre, t'as les Afghans qui te regardent parce que pareil ils ont... Voilà, donc t'as quand même la pression, et j'ai eu de la chance, c'est que en fait, la cavalerie américaine est arrivée assez rapidement et j'ai pas eu à les gérer plus de 20-30 minutes, quoi. Donc ça... Et parce que pendant ce temps, tu étais en mode manager, tu essaies de décider un peu lesquels sont à sauver en priorité par rapport aux blessures. Tu fais triage start. Voilà. Ça t'aide bien, tu vois. Tu as un... Sauf qu'à l'époque, j'étais pas formé sur ce triage start, justement. On est parti là-bas un peu... c'était chaud, hein. Et j'ai beaucoup appris là-bas en techniquant des Afghans blessés avec les Américains, avec les médics américains. Moi je me rappelle, ils se mettaient plein de morceaux de scotch sur le pantalon. Je me dis putain, mais ça sert à quoi? Après j'ai compris pourquoi. Ils s'utilisaient tous ces duct tape sur le pantalon pour techniquer les petits trucs. Voilà. Nous, on faisait vraiment un protocole, on s'était fait phagocyter par les civils, le collier cervical, le machin, le truc, les attelles, les quêtes, les trucs. On avait plein de matos. Les Américains, j'ai jamais vu poser un collier cervical, un machin, un truc comme ça. Ils disaient, s'il a survécu à l'impact de la balle, c'est pas parce que tu vas le mettre sur un brancard et passer d'un véhicule à l'autre que ça va lui casser les cervicales, quoi, en gros. Ouais. Voilà. Et en gros, j'ai appris là-bas à travailler de façon un peu simple, protocolisée certes, mais avec des choses qui sont vraiment utiles. Et le message des Vassan qu'on avait, nous les Français, c'était un truc, on mettait une demi-heure à le balancer. Avec le 99 BDVAC, c'était fait en 1 ou 2 minutes, quoi. Voilà, tout était simplifié, codifié. Voilà. Donc j'ai beaucoup appris. Et c'est pour ça que quand on est rentré en France, on a essayé d'en faire profiter tout le monde. Voilà. Ça fait pas mal je pense que tu as pas mal d'histoires à raconter sur l'Afghanistan. Est-ce que tu pourrais nous parler de la fois où, tu en as parlé pendant la formation, où tu as dû intervenir sur un taliban, justement? Parce que je trouve ça assez dingue, en fait, comme histoire. Ah oui, la photo qui était dans le truc. Ouais. C'est traditionnel. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous arrivait plein de fois en Afrique aussi. Hein. En fait, il y a des gens qui nous agressent, qui nous tirent dessus pour nous tuer. Nous, on réplique, les gens s'en vont, et puis quand on va sur l'objectif, on trouve un blessé qui a été abandonné par l'ennemi. Et nous, à la Légion, c'est au combat, tu agis sans passion et sans haine, tu respectes les ennemis vaincus. Donc voilà, on le prend en charge comme si c'était notre pote, en fait. Hein. Ouais. C'est comme ça. Ouais. Ça semble assez dingue parce que Je vais te donner un exemple. En Centrafrique, on est caché à côté de l'aéroport, et puis on a un taxi qui passe tout doucement comme ça. Il s'arrête à côté, donc c'est au plein milieu de la nuit, c'est 2h du matin, t'as 2 sentinelles, t'as tout le monde qui dort par terre. Moi donc j'étais en train de dormir, hein, et donc j'avais mon pote avec les JVN et tout ça, il regarde, et puis il voit le mec,
c'est bizarre. Et en fait, le taxi, il accélère, il passe devant nous, et en fait, il y a un mec derrière qui nous rafale à la calache, en fait. Donc, les deux sentinelles, ils ripostent comme ils peuvent. Et en fait, la rue, c'était un cul-de-sac. Donc, on voit le taxi qui essaie de passer partout. Puis, au bout d'un moment, faut revenir. Voilà. On était tous bien réveillés, et on l'attendait, quoi. Donc, je peux dire que, hélas, pour moi, ils sont pas tous morts dans la voiture. Donc quand je suis allé dans la voiture, j'ai regardé au résultat. Il y avait du travail niveau médic, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, t'es obligé de quoi? De mettre des garrots sur les mecs Et après, ils sont pris en charge comme prisonniers, en fait, c'est ça? C'est ça, ouais. Est-ce que je vois même pas comment te poser la question, mais parce que j'imagine la réponse. Ça doit être terrible quand même de devoir intervenir sur autant de personnel comme ça, amis ou pas, qui sont forcément dans des états qu'on peut même pas imaginer, parce que... Tu vois, c'est là où la Légion, c'est bien, parce que, en fait, mon profil psychologique était parfait pour faire ce genre de boulot. Donc moi, ça m'a jamais dérangé, en fait. T'as jamais fait de cauchemar, ce genre de truc? J'ai pas eu de trucs comme ça, non. Ouais. Je suis froid, je suis efficace. Enfin, voilà, je travaille au blog, je fais plein de trucs. Je sais pas. Pour moi, ça déroule. C'est un truc naturel, en fait. Ouais. Je sais pas, moi, c'est comme un gars qui fait alpiniste, c'est hyper dangereux et tout ça. Le mec, il fait ses gammes, il gravit sa voie, il va jusqu'en haut. Il ne pose pas de questions. Et lui, l'objectif, c'est d'arriver là-haut. Moi, dans le médic, c'est la même chose. Je me forme tout le temps, mais je déroule, je fais mon truc. Super naturel, en fait. J'ai ni appréhension, ni lassitude, tu vois. Je fais mon truc, tranquille. Ça, c'est un truc que t'as ou que t'as pas, quoi. Comme c'est ça, faisais, ouais. Hein. Ouais. Pour les gens qui nous écoutent, je termine tout le temps les interviews par cette question, parce qu'on a eu la chance d'écouter pas mal de gens dans différents secteurs. Quel est le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui aurait envie de se lancer dans ce métier, dans le secourisme en milieu hostile, ou qui aimerait, ou dans le médic. Ouais. Alors, le truc qu'il y a, je pense, c'est que c'est con à dire, mais il faut pas se prendre pour Dieu. On ne sauve pas tout le monde. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on va être médic, on va avoir des super protocoles, des super drogues, des super trucs. Puis là, tu vas sauver une personne, tu vas waouh, super. Là, tu vas sauver une deuxième, tu vas waouh. Et là, tu vois, tu vas te monter dans un truc, tu te dis, non. Et puis après, là, tu as le premier que tu vas perdre. Là, tu vas, oh merde. Donc en fait, moi, le conseil que j'aurais à donner aux gens qui veulent rentrer dans ce métier, déjà, c'est de rester humble dans ce métier, parce que du coup, tu as quand même... faut bien se dire un truc, c'est que le médic, au combat, il va sur tous les points chauds. T'es appelé à chaque fois qu'il y a un truc qui merde, t'es sur le coup. En général, quand on t'appelle, c'est pas forcément bon signe. Voilà. Tu vas pas pour distribuer de la binouse. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Donc déjà, tu vas, par rapport à un soldat lambda, déjà, toi, tu vas te taper, en gros, à chaque fois qu'il y a quelque chose, tu vas être dessus, quoi. Ensuite, il faut être aussi fort niveau intellectuel, tout ça, parce que quand ça va pas, qui c'est qu'on vient voir? C'est Bibi. Tu vois? Donc toi, tu as déjà ton truc à toi à digérer, mais en plus, il faut digérer tout l'appréhension, le machin, les problèmes des autres. Et troisième chose, qui est marrante, c'est que tu portes tout comme les autres, plus tout ce qui est santé. Donc ça fait quand même un peu de poids. Hein. Je dis pas que c'est comme le radio, mais je veux dire, tu ramasses quand même un peu plus. Et puis tu as plein de trucs après derrière, voilà, les gens se posent, toi, il faut faire les soins des mecs et tout ça. Donc il faut avoir la niaque quand même. Tu vois, tu dois être quand même un petit clic au-dessus des autres au niveau moral. Je dis pas physiquement et tout ça. Hein. Mais d'un autre côté, ce qui est bien, t'as les deux trucs. Ouais, parce que pourquoi faire ça, voilà. Du coup. Et tu es vachement protégé,
nous, ils nous appellent de plein de petits sobriquets, les infirmiers, mais tu es toujours bien entouré. Les gens sont... t'es pas une pièce maîtresse du truc, mais tu es quand même un pion unique, si tu veux. Tu vois, il t'arrive quelque chose, on ne peut pas te changer comme ça. Et tu as aussi la satisfaction, justement, quand tu as la partie formation. Bon, c'est bien, tu as formé un mec qui tire des missiles, le mec qui fait but, ouais, super. Mais quand le mec t'appelle, il te dit, ouais, j'ai sauvé mon pote et machin, tu vois, ça fait vraiment plaisir, quoi. Tu vois, c'est une vraie satisfaction dans ta vie. Je sais pas combien de gens m'ont appelé en me disant merci mon adjudant, merci Claude, merci machin, parce que grâce à ce que j'ai appris, j'ai sauvé un tel. Voilà. Ouais, tu te sens utile, quoi. C'est ça, ouais. Écoute, merci pour ce témoignage vraiment incroyable et merci pour cette formation qui est C'est un super intéressante. Diffuser maximum les infos. J'espère que ça sera diffusé et que les gens pourront apprendre des choses en regardant. Donc, Ouais, j'en suis sûr. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Je vous invite tous à aller jeter un coup d'œil en description pour aller voir cette formation qui est vraiment incroyable. Et on se retrouve dans un prochain épisode. Merci encore. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, partagez-le autour de vous et abonnez-vous au podcast pour ne pas rater les prochains. Défense Zone, c'est aussi un magazine en ligne et en papier disponible sur le site internet défense-zone.com. C'est aussi un espace de formation en ligne, notamment vous pourrez retrouver celle de Claude dont il parle dans cet épisode justement. Rendez-vous en description pour plus d'informations et à très vite dans un prochain épisode.